Le traité de Trianon, en juin 1920, avait réduit la Hongrie telle qu'elle était dans l'Autriche-Hongrie de plus du tiers de sa population, les 2 tiers de sa superficie, au profit de ses voisins, la Tchécoslovaquie, la Pologne, la Croatie, la Roumanie. Et la politique du régent Miklos Horthy visait à récupérer des territoires en s'alliant avec l'Allemagne, d'abord l'Allemagne de Weimar, puis l'Allemagne du Troisième Reich. Il obtient ainsi des territoires pris à la Tchécoslovaquie après les accords de Munich. Sur le plan intérieur, si Horthy accepte des réfugiés qui fuient le national-socialisme ou des évadés des camps de prisonniers de guerre, il mène une politique fluctuante contre les communistes, les tziganes, les juifs. La haine des juifs est profonde en Hongrie, comme en témoigne Edith Bruck, particulièrement dans ses 2 premiers livres, Qui t'aime ainsi et Lettres à ma mère, où on voit les paysans, les marchands, mais aussi les enseignants, les médecins, les prêtres, profondément antisémites. Et le parti pro-nazi des Croix fléchées de Ferenc Szálasi obtient 17% des voix en mai 1939 et devient ainsi un des plus puissants partis politiques de Hongrie. Et en octobre 1944, quand Hitler écarte Horthy et que les Croix fléchées prennent le pouvoir, alors que l'armée rouge et l'armée roumaine sont aux portes de Budapest, les Croix fléchées massacrent des centaines de juifs par fusillade ou par noyade dans le Danube. La Hongrie comptait 14 700 000 habitants, dont 5% de juifs. Les chiffres varient selon le critère qui définit le juif. Par exemple, Hilberg se fonde sur la confession judaïque et il donne le chiffre de 725 000. D'autres donnent des chiffres plus élevés. Ce qui est particulièrement remarquable, c'est la misère des juifs de tout l'ensemble du monde yiddish dans les campagnes. Albert Londres, par exemple, qui a voyagé dans les années 30 dans l'ensemble de ces pays, en a fait une description telle que on l'a critiqué, un peu comme on a critiqué Zola, pour avoir donné des ouvriers ou des paysans une image trop sombre et noire. Albert Londres a été critiqué et en fait il n'a pas exagéré quand il rapporte par exemple un témoignage d'un rabbin polonais. La misère de ma communauté est grande, le froid qui va durer de longs mois l'aggravera, mes juifs n'ont pas de quoi manger ni de quoi se vêtir, les enfants sont pieds nus dans la glace et le vent pénètre dans les maisons parce qu'elles sont faites de planches et que toutes les planches ne joignent pas. Edith Bruck, par exemple, écrit dans Qui t'aime ainsi, « Dès l'après-midi, le village était plongé dans l'obscurité, quelques rares lampes à pétrole éclairaient à peine les pièces étroites de la maison. Celle-ci se composait de 2 chambres et d'une cuisine, avec un toit de chaume qui, çà et là, laissait passer la pluie. Dans la petite chambre, personne ne pouvait dormir parce que l'eau y entrait. Je dormais dans l'autre avec mon frère Lachi et ma sœur Élise. Mes parents dormaient dans la cuisine. » Il y a un autre témoin qui est Roman Wiśniak et qui a fait de ce monde-là, en particulier de la région de la Ruthénie subcarpatique ou la Slovaquie et la Pologne, une série d'images qui montrent particulièrement les images des enfants, une très grande misère. Et ces enfants, on les retrouve dans une tristesse pathétique dans les images de l'album d'Auschwitz qui montre des juifs de Ruthénie dans la Hongrie de cette époque-là, proche de la frontière. Si les campagnes sont particulièrement misérables, Raoul Hilberg souligne quand même que dans les villes, à Budapest en particulier, il y a des juifs qui ont
bien plus de richesse. Il écrit: les Juifs de Hongrie, à la différence des Juifs de la plupart des autres pays, ne représentaient pas simplement une bourgeoisie, ils étaient la seule bourgeoisie du pays, le pivot de toute son activité libérale et commerciale. En 1941, l'armée hongroise intervient avec la Wehrmacht en Yougoslavie et surtout en Union soviétique. Des milliers de Juifs, dont le père d'Edenbrock, sont enrôlés en tant qu'auxiliaires pour l'armée hongroise, alors que lors de la Première Guerre mondiale, le père d'Edenbrock a fait la guerre en tant que soldat à égalité avec les autres Hongrois. Mais bientôt, le père d'Edenbrock est rappelé et il est engagé dans le travail forcé imposé à tous les autres Juifs. Le premier ministre de Horthy, László Bartoszi, profite de l'attaque contre l'URSS pour déporter dans les territoires nouvellement occupés des Juifs étrangers non naturalisés, en particulier les Juifs de l'Ukraine transcarpatique prise aux Tchèques par les Hongrois en 1939. Les Roumains avaient fait la même opération en déportant dans ces territoires des Juifs de Roumanie et dans un premier temps, au début de l'été, les Allemands avaient refoulé ces Juifs. Cette fois, les Allemands ne refoulent pas les Juifs et décident au contraire de les massacrer après une réunion entre la Wehrmacht et les SS. Ça se passe à la fin du mois d'août, 27-29 août 1941, où 28 600 Juifs sont massacrés en Ukraine, dans la petite ville de Kamenets-Podolski. C'est un massacre célèbre parce que, alors qu'au début du mois de juillet, au début de l'été, les Juifs étaient fusillés par des pelotons d'exécution avec une commande du feu, les victimes étant habillées et étant des hommes, alors qu'à la fin du mois d'août, à Kamenets-Podolski par exemple, les victimes sont des femmes, des enfants, des vieillards, nus et avec des tireurs qui sont en groupe sans aucune commande du feu et sans un ordre particulier qui aurait pu mériter le nom de exécution militaire. Mais Horthy ne veut pas aller trop loin et en mars 1942, il juge que Bartoszi est trop conservateur et trop pro-allemand et il nomme Miklos Kallai. Kallai n'est pas favorable aux Juifs, mais il prend des mesures économiques contre eux, mais il voulait leur départ pour un autre pays et pas la mort comme le font les Allemands. Et c'est une attitude qui est sans doute fréquente en Europe. Dans le film de Lanzmann Shoah, il y a un paysan de Grabov qui exprime ce que pense Miklos Kallai. Si les Juifs étaient partis tout seuls en Israël de leur plein gré, peut-être on aurait été content, mais puisqu'ils ont été tués, c'était très désagréable. La guerre tourne mal pour l'Allemagne, et en particulier en janvier 1943, l'armée hongroise connaît un désastre particulier à Voronej. Au tournant de 1943-1944, les Allemands sont chassés d'Ukraine, et Horthy est de plus en plus réticent pour collaborer avec une Allemagne qui perd la guerre et il essaye de négocier avec les Alliés. Le 15 mars 1944, Hitler convoque Horthy à Salzbourg pour lui imposer le choix entre l'occupation de la Hongrie et la nomination d'un gouvernement totalement soumis au Reich. Horthy choisit la seconde solution, mais rentré à Budapest, il s'aperçoit que les Allemands sont déjà là, en la personne du ministre plénipotentiaire Edmund Wissenmayer, et les Allemands forcent Horthy à remplacer Kallai par des collaborateurs qui leur sont totalement soumis. Après les diplomates arrivent les SS, et pour les Juifs, c'est ce qu'il peut y avoir de pire, en particulier avec Adolf Eichmann et son commando spécial d'intervention. Eichmann est un membre éminent de l'Office central de sécurité du Reich, le SS RSHA. Il dirige particulièrement la section du département 4, qui est la Gestapo d'Heinrich Miller,
et la section 4B4 chargée de l'expulsion des Juifs. Eichmann a déjà mené l'expulsion des Juifs d'Autriche et de Haute-Silésie, il a donc une grande expérience. Il arrive avec un groupe de 120 personnes, appuyé par des représentants de la Waffen-SS. Dès le lendemain du 19 mars, de l'arrivée de Eichmann, les dirigeants de la communauté juive sont convoqués et soumis aux exigences progressives des SS, la création d'un conseil juif dirigé par Samu Stern, du conseil Judenrat de 8 membres, l'arianisation des entreprises industrielles et commerciales, le port obligatoire de l'étoile jaune, la limitation des déplacements, le couvre-feu, la création de ghettos, puis les déportations, le tout mené en quelques jours de fin mars, début avril. La méthode de Eichmann, c'est à la fois de soumettre les Juifs à une série de décisions prises extrêmement rapidement, sans qu'ils aient le temps véritablement de comprendre ce qui est en train de leur arriver. Il est capable de concessions pour donner l'apparence qu'il y a une possibilité d'échapper à la déportation. Et d'un point de vue psychologique, Eichmann est très conscient qu'il faut laisser aux victimes une porte de sortie, une espérance, pour que tout se passe comme le souhaitent les SS, c'est-à-dire sans révolte, sans crise de nerfs, sans hystérie. Il faut que tout se passe dans le calme. Pour que tout se passe dans le calme, il y a deux moyens. Premièrement, il faut que les victimes arrivent épuisées physiquement et psychiquement par des transports où ils ont mal dormi ou pas dormi, où ils n'ont pas mangé, ils n'ont pas bu, où ils sont incapables physiquement de se révolter. Mais il faut aussi, puisqu'il faut qu'ils aient une possibilité d'espérer quand même de survivre, il faut qu'il y ait un discours menteur et apaisant dont Eichmann est vraiment un spécialiste. Il y a plusieurs exemples de cette manière des SS. Anneliese Stern, une juive allemande réfugiée en France en 1933, a été déportée alors qu'elle avait 23 ans en 1944 et elle était particulièrement touchée par une des photographies de l'album d'Auschwitz où on voit une colonne de juifs de Hongrie qui passe devant la baraque où elle travaillait, qui était le bloc de la direction SS d'un secteur du camp des femmes qui se trouve derrière cette baraque. Et elle raconte qu'une petite fille qui se trouve parmi les déportés s'approche d'un garde SS pour demander de l'eau. Et le garde lui répond en lui montrant la direction où vont les déportés, qui est la direction du crématorium 2 et de sa chambre à gaz, pour lui dire « là-bas, tu trouveras de l'eau ». Donc ça, c'est ce que disent les gardes. Mais Philippe Müller, dans Shoah, raconte aussi que même les plus hautes autorités du camp se mettent dans cette situation de mentir. C'est devant le crématorium 1 au camp principal, où toute une série de discours sont faits par le commandant du camp principal, Hans Aumeyer, le chef de la Gestapo, Maximilien Grabner, et Franz Hössler, un des adjudants de Heuss. Ils tiennent un discours qui peut paraître logique en disant « Nous avons besoin de travailleurs, d'artisans, d'infirmiers, d'infirmières. Nous voulons donc non seulement votre survie, mais nous voulons aussi votre santé. Donc vous allez entrer dans le camp pour travailler, mais avant, il faut subir la désinfestation, l'épouillage, et aller aux douches, et après, vous aurez éventuellement de quoi boire, et tout se passera bien pour vous. » Dans chaque camp, il y a des accueils comparables, et par exemple à Sobibor, il y avait un certain Hermann Michel qu'on appelait le Herr Prediger, Monsieur le prêcheur, qui était un spécialiste des mensonges des SS.
Pour les déportations, le programme de Eichmann prévoit d'utiliser 4 trains par jour, composés chacun de 45 wagons, pour déporter 12 000 juifs vivant dans les campagnes. Puis, selon le même plan, s'ensuivrait la déportation des Juifs de Budapest et le premier convoi est parti le 29 avril 1944 avec l'appui enthousiaste des autorités hongroises et notamment la gendarmerie hongroise. Et ainsi, Edith Bruck est arrêté dès le 4 avril avec sa famille et les Juifs de son village de Tisza-Bercel, au centre-nord de la Hongrie. Ils ont été rassemblés dans la synagogue de Tisza-Bercel, puis transférés dans un ghetto situé à quelques kilomètres au nord, dans la direction de la frontière, dans le ghetto de Satoral-Józsefy. La famille de Edith Bruck, c'est la famille Steinschreiber. En 1944, il y a 6 enfants, les 2 parents et 6 enfants. Les 2 premiers enfants sont morts. Le premier enfant, c'est Lily, qui a à cette époque 24 ans, qui est mariée, qui a un enfant. Magda, qui a 22 ans, et un garçon, Odo, 19 ans. Les 3 travaillaient à Budapest dans un atelier de couture. Lily et Magda sont restées à Budapest. Et elles ont échappé à la déportation, probablement. Magda a-t-elle été sauvée grâce à un passeport délivré par Raoul Wallenberg, un diplomate de la légation suédoise, et Magda sauvée par un passeport délivré par Giorgio Perlasca, le consul honoraire d'Espagne, bien qu'il était italien. Mais Perlasca avait succédé à Angel Brice, un diplomate de la légation espagnole, qui délivrait des passeports espagnols à des juifs hongrois en tant que séfarades. La légation suisse a aussi protégé des juifs et des passeports ont été remis aux juifs baptisés par le nonce apostolique Angelo Rota. Le 3e enfant de la famille Steinschreiber, Odo, il a 19 ans, donc il travaillait à Budapest, mais plutôt que de rester à Budapest, il choisit de quitter ses sœurs et de rejoindre sa famille internée dans le ghetto de Satoral-Józsefy. Il fut donc déporté à Auschwitz le 23 mai. Donc les Juifs sont déportés par 3 axes, partis de la Hongrie. La famille d'Edith Bruck est déportée par l'axe qui se trouve le plus à l'est et qui passe par Košice. À Birkenau, où le train arrive sans doute autour du 27 mai, Edith est d'abord séparée de son père et de ses frères, Odo qui donc a 19 ans et Latsi qui a 15 ans. Puis elle est séparée de sa mère et elle se retrouve avec sa sœur Adèle qui a 17 ans. Les 2 sœurs ont réussi à rester ensemble et survivre jusqu'à la fin à Bergen-Belsen. La mère est morte assassinée à l'arrivée ou peut-être est-elle morte dans un des secteurs de transit de Birkenau où les Juifs de Hongrie sont abandonnés. Latsi, qui a 15 ans, a été séparé de son père et de son frère sur la rampe de Birkenau et sans doute il a été victime de la sélection pour les chambres à gaz. Le père et Odo ont été sélectionnés pour le travail, ils ont pu rester ensemble. Ils ont été transférés à la fin de la guerre dans un commando de Dachau, à Donauwörth. Odo a survécu, il a vu son père tomber malade et mourir à l'hôpital du camp. Les Juifs qui étaient arrivés avec Edith Bruck n'ont pas été intégrés dans le camp immédiatement. Il y avait tellement de trains qui arrivaient que les Allemands étaient incapables de suivre le processus habituel où une partie des convois passait, 80% de convois étaient conduits dans les chambres à gaz et les autres étaient intégrés dans le camp à la suite de tout un processus.
Les études qu'a fait une historienne polonaise, Danuta Grzech, montrent que les Juifs qui sont arrivés dans le convoi d'Edith Bruck ont été intégrés dans le camp seulement le 25 juillet, donc 2 mois après leur arrivée. Et l'intégration dans le camp se traduit par une immatriculation et le numéro que reçoit Edith Bruck, 111-52, est donné à ce moment-là par le groupe qu'a étudié Danuta Grzech parmi d'autres groupes qui ont été intégrés quelquefois plusieurs mois après leur arrivée. L'histoire d'Edith Bruck à Auschwitz recouvre bien des aspects du sort réservé aux Juifs à Auschwitz. Par exemple, la famille d'Anne Frank. Anne Frank qui arrive début septembre à Birkenau avec sa sœur Margot. Anne Frank a 15 ans, Margot a 18 ans. Elles restent ensemble et elles vont rester ensemble jusqu'à la fin à Bergen-Belsen. On a vu que la mère d'Edith Bruck a été assassinée à son arrivée. La mère d'Anne Frank est restée à Birkenau, elle est morte début 1945. Les filles Anne et Margot ont été intégrées dans le camp de transit de Birkenau B2C, le même camp de transit où ont été internées Edith et sa sœur Adèle. Le père et les hommes arrêtés avec Edith Bruck, dont son ami Peter, ont été sélectionnés pour le travail, puis ont été transférés dans d'autres camps. Le père d'Anne Frank, Otto, a survécu et le père d'Edith Bruck est mort dans les derniers jours de la déportation. Et Anne et Margot sont mortes à Bergen-Belsen alors que Edith a, pour sa part, survécu à Bergen-Belsen. Sur la question des chiffres, puisque c'est tout un travail qui doit être fait dans la mesure où, pendant longtemps, à Auschwitz, il y avait des chiffres officiels qui correspondaient guère à la réalité. L'histoire d'Auschwitz la plus importante qui existe aujourd'hui, c'est les 5 volumes publiés par le musée d'Auschwitz, Franziska Pieper, qui est le spécialiste du nombre des détenus et des victimes du camp d'Auschwitz. Il écrit ceci: les déportés juifs de la plupart des convois arrivés avant le mois de mai 1944 étaient enregistrés avant d'être admis dans le camp, lorsque les conditions le permettaient. Nous sommes donc en mesure de déterminer pour ces convois la date de l'arrivée ainsi que le nombre de personnes sélectionnées. Au contraire, pour ce qui concerne les transports de juifs déportés à partir de mai 1944, y compris les transports en provenance de Hongrie, de telles précisions ne peuvent pas être données. Alors ce texte figure dans la version française de l'histoire d'Auschwitz, qui date de 2011 et qui a été largement revu, corrigé, actualisé par rapport aux éditions précédentes, polonaises, allemandes ou anglaises. Alors on peut quand même aujourd'hui apporter quelques précisions à partir d'une liste qui a été établie par des cheminots de la gare de Kozice, une gare qui est située en Hongrie en 1944, à la frontière avec la Slovaquie et aujourd'hui en Slovaquie. On confronte cette liste avec une autre liste des hommes enregistrés, établie par un capot du commando de l'entrepôt des vêtements à Auschwitz. On admet que autant de femmes que d'hommes ont été enregistrés et on arrive à des ordres de grandeur qui seraient les suivants. Pour les Hongrois, c'est 160 000 en arrondissant les chiffres parce que la liste de Kozice donne des chiffres à l'unité près et c'est à peu près invraisemblable que ce soit possible de faire des comptes aussi précis. Donc 160 000 de Hongrie, 128 000 de Roumanie, 81 000 d'Ukraine, 31 000 de Slovaquie pour un total de 400 000 déportés.
Le site du musée d'Auschwitz donne un chiffre un peu supérieur de 402 000 déportés. Et ça vient de certaines interprétations d'imprécisions qui sont dans la liste de Kozyce. À côté de ce chiffre, la liste établie par le capot de Birkenau permet de dire qu'il y a environ 100 000 détenus qui ont été enregistrés à cette époque-là. 31 000 Hongrois, 37 000 Roumains, 26 000 Ukrainiens, 5 800 Slovaques. Si on admet, par hypothèse, que le nombre de victimes est égal au nombre de ceux qui arrivent moins ceux qui sont enregistrés, une hypothèse qui est vraiment une hypothèse parce qu'on n'est pas sûr que ceux qui sont arrivés sont restés à Auschwitz, ils ont pu être transférés dans un autre camp ou transférés directement dans le Reich. Donc pour eux, Auschwitz n'aurait été qu'un camp de transit. On arrive, en faisant donc cette soustraction, à un chiffre total d'assassinés à leur arrivée voisin de 300 000, ce qui correspond aux chiffres donnés par les historiens qui donnent une estimation non fondée sur la liste de Kozyce. Donc on reste autour de 300 000 pour la période du 14 avril 1944 au 20 juillet 1944. Sans oublier que parmi les victimes, il faut compter aussi, en ajoutant à ce chiffre de 300 000, ceux qui sont morts dans le camp, mais aussi les convois qui ne s'arrêtent pas, parce qu'arrivent les Juifs de Hongrie, les convois qui viennent de France, de Belgique, des Pays-Bas, d'Italie ou du Reich. Dans les bilans qu'on peut faire, il y a un bilan qui a été fait par Wessenmayer, donc le représentant de l'administration diplomatique à Budapest. Il a envoyé régulièrement des rapports à Berlin et le 11 juillet, il a compilé les données des commandos d'Eichmann et il a donné ce chiffre de 147 trains ayant déporté 437 402 juifs venus de Hongrie. Alors ce chiffre, 437 000, n'est pas le chiffre de tous les juifs venus de Hongrie qui sont allés à Auschwitz. Pour beaucoup, Auschwitz a été seulement un camp de transit pour aller dans le Reich. Par exemple, dans la biographie d'Albert Speer par un historien anglais, Martin Kitchen, on lit ceci, que lors de son interrogatoire le 18 octobre 1945, au procès de Nuremberg, Albert Speer avait admis ne pas s'être opposé à la déportation de centaines de milliers de juifs hongrois en vue de les faire travailler dans les usines aéronautiques souterraines. Les juifs hongrois ont été employés à la construction d'usines aéronautiques à l'abri des bombes pendant la longue maladie d'Albert Speer. Et Kitchen parle aussi de 100 000 juifs hongrois des usines souterraines. Donc, parmi le nombre des juifs qui viennent de Hongrie, il y a des Ukrainiens, il y a des Roumains, ils ne sont pas tous allés à Auschwitz, et un grand nombre, et si on se tient à ces chiffres, une majorité sont allés travailler en Allemagne et sont morts en Allemagne. La plupart, 95% des Juifs de Hongrie sont morts, mais ils ne sont pas tous morts à Auschwitz.